les pépites! Bienvenue dans l'épisode 8 de Politique Couch. J'enlève ça parce qu'avec le reflet ça va être relou sinon. Comme d'habitude, aujourd'hui on va parler actualité politique et on va le faire comme toujours, c'est-à-dire avec simplicité et humour. Aujourd'hui on va se poser la question de savoir si la réforme des retraites est vraiment constitutionnelle. C'est un format un petit peu différent de d'habitude et qui j'espère vous plaira autant. Allez on y va, générique. Vous pouvez pas augmenter le prix de la baguette. Non, nous n'allons pas bien. Tu vas la fermer. Vous me hurlez dessus. L'article 49, alinéa 3 de... Bon progrès. Alors, je t'emmerde, je m'en bats les couilles. Venez. Ne créez pas d'ennui chez moi, s'il vous plaît. La ligne compte dans les deux sens. Donc les flèches vertes sont celles qui rentrent, donc qui vont dans le sens de la manif, c'est-à-dire de République vers Nation. Et les flèches rouges indiquent les personnes qui vont de Nation vers République, donc que l'on ne compte pas dans la manifestation puisqu'ils vont à contresens. C'est marrant parce que sur les images, on voit pas trop de gens qui sortent de la manif. Mais si Occurrence dit que c'est des super chiffres, c'est que c'est des super chiffres. Hein. 2,8 millions de Français ont défilé dans les rues selon la CGT, 1 272 000 selon les autorités. La mobilisation a été massive en France et en province. D'ailleurs, elle a été plus forte que le 19 janvier. Un nouvel appel à la mobilisation a été lancé pour le 7 février et le 11 février. Alors perso, je pense que c'est pas le succès des syndicats cette manif, mais je pense que c'est vraiment le succès de la société, puisque les Français ont montré que quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs convictions, quels que soient leurs âges, ils arrivent à s'unir encore derrière des causes communes. Et moi, il y a un truc que je défends depuis longtemps, et c'est la raison pour laquelle je fais mes vidéos, c'est que je pense que c'est beaucoup plus intelligent de s'unir derrière des causes communes plutôt que de se diviser autour de différences. Et la preuve, c'est que quand on est unis, le nombre fait la force, et en tout cas, on regarde un peu les Français. Même si Manu, il fait comme s'il se passait rien et que sa réforme était géniale. Mais en tout cas, on les voit. Alors permettez-moi de redire pourquoi moi, je vote cette réforme sans état d'âme, avec les deux mesures les plus impopulaires qui ne sont pas justes. On demande aux gens de travailler de plus parce qu'on a besoin de faire rentrer de l'argent. Je suis en train de dire pourquoi je la voterai cette réforme. Et fondamentalement, elle n'est pas juste parce que 2 ans de plus, personne n'en a envie. Parce qu'il y a plein de gens qui ont des travaux, du travail qui est difficile. Moi, je salue quand même l'opération Vérité. Parce qu'on nous sert sur un plateau depuis plusieurs semaines, c'est un texte de justice sociale, c'est un texte plus juste. Et là, quand même, on a un député de la majorité qui vient de dire que c'est un texte qui n'est pas juste. On va pas trop s'étaler sur les mobilisations aujourd'hui parce que j'aimerais vraiment qu'on traite le sujet du jour, justement, qui concerne la réforme des retraites. Et on va se poser cette question, comme je vous disais plus tôt, de savoir si la réforme des retraites est vraiment constitutionnelle. Depuis lundi matin, une soixantaine de parlementaires de la commission des affaires sociales planchent sur le texte de la réforme des retraites. Ils avaient jusqu'à mercredi 1er février 20h, c'est-à-dire hier, pour se prononcer sur les 7000 amendements déposés contre le projet de loi. À cet instant, donc je vais donner l'heure, il est 19h19. Il nous reste 4997 amendements à examiner. S'il vous plaît, j'ai été tout ouïe, je vous ai écouté, donc écoutez-moi. Alors, donc, je disais qu'il nous reste à examiner 4997 amendements, dont environ 4710 de la NUPES. Et nous avons examiné jusqu'à présent 430 amendements. Alors, donc, oui, dans ces conditions, vous conviendrez donc bien sûr avec moi qu'on ne pourra pas aller jusqu'au bout du texte, malheureusement, de ce projet de loi. Alors 7000, c'est pas beaucoup. Parce qu'à la base, la France Insoumise, ils voulaient en poser 75 000 des amendements pour faire obstruction justement à certains articles, de manière à ce qu'ils soient pas traités en commission. On fait de l'obstruction sur le fond des articles les plus libéraux, précisément pour les arrêter et faire en sorte que cette réforme soit différente. Je rappelle que la réforme des retraites est intégrée au PLF-RSS ou PLF-SSR, projet de loi rectificatif du budget de la sécurité sociale. Rectificatif parce que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a déjà été adoptée fin 2022. 49.3, tout ça, ça doit vous parler. Je rappelle également que la réforme des retraites bénéficie des avantages de l'article 47.1. Et là, si vous voulez tout comprendre par rapport à l'article 47.1, la méthode que le gouvernement est en train d'employer, etc., je vous renvoie à l'épisode 6 de Politique Couch, qui est sur ma chaîne, à toutes les explications à l'intérieur. Je rappelle juste que le 47.1 limite les jours de débat, ils auront que 50 jours pour boucler le texte, en gros, et qui peut permettre le passage de la loi sans vote.
Pour le reste, encore une fois, vous trouverez tout dans l'épisode 6 sur ce passage. Lundi 6 février, le texte sera présenté en séance publique devant les députés à l'Assemblée nationale. Le 17 février, que le texte soit voté ou non par l'Assemblée nationale, il part au Sénat. 15 jours de débat seront prévus, après la pause parlementaire du 20 au 26 février. Si jamais les sénateurs n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le texte, il sera ensuite étudié en commission mixte paritaire. On en a déjà parlé aussi, la commission mixte paritaire, c'est une commission qui est composée de députés et de sénateurs. Si jamais ça arrive, la commission mixte paritaire aura lieu le 4 mars, et si jamais la commission mixte paritaire ne se met pas d'accord sur le texte, ça repart à l'Assemblée, et c'est l'Assemblée qui aura le dernier mot. Grâce à l'article 47.1, au terme des 50 jours de débat et de navette parlementaire, du coup, si le 26 mars à minuit, les parlementaires n'ont pas voté ou ne se sont pas mis d'accord sur le texte, etc., Sénat, Assemblée nationale, peu importe, grâce au 47.1, le gouvernement pourra mettre en place la réforme des retraites grâce à une ordonnance. Ils sont malins quand même, hein. Alors il faut savoir que jamais une réforme des retraites n'a été présentée dans un PLFSSR ou un PLFRSS que vous voulez. C'est une grande première. L'innovation chez Renaissance, c'est pas seulement dans les discours, apparemment, c'est aussi à l'Assemblée. Et en fait, c'est l'utilisation même du 47.1 qui aujourd'hui pose véritablement question par rapport à la Constitution. Dans le canard enchaîné du 18 janvier, Laurent Fabius, qui est donc le président du Conseil constitutionnel, a rappelé les choses en matière de textes financiers. Je vais citer Fabius. Tout ce qui est hors champ financier peut être considéré comme un cavalier budgétaire. Et dans ce cas, il faudra un deuxième texte. Il a d'ailleurs donné plusieurs exemples de cavaliers financiers dans le texte du PLFRSS, l'index des seniors par exemple, les critères de pénibilité aussi, et on va revenir sur le détail de tout ça juste après. Il faut savoir que le Conseil constitutionnel a quand même dit que tous ces passages en force risquaient à un moment donné de nuire au Parlement, et on peut le comprendre. C'est-à-dire qu'entre les 49.3 et 47.1, à un moment ils vont nous en inventer un dont on n'a jamais même entendu parler. Je vais donc vous réexpliquer plus en détail, que vous compreniez bien les choses. En gros, pour être conforme à la Constitution, donc à la Constitution française, l'objet d'un PLFRSS doit absolument concerner les mesures d'ordre financier nécessaires pour assurer la continuité de la vie nationale. Sachant que la réforme des retraites, si elle est appliquée, encore une fois, va produire des effets sur l'équilibre des comptes seulement à partir de 2030, hein, selon certains. Il y en a plusieurs qui se demandent comment elle pourrait tomber sous la validité de la jurisprudence et donc passer constitutionnellement. En gros, logiquement, par rapport à ce qu'a dit Fabius, et je pense que vous l'avez compris, tout ce qui ne concerne pas les finances qui passent dans un PLFRSS peut être clairement censuré par le Conseil constitutionnel. Zaza a d'ailleurs réagi aux propos de Laurent Fabius, et alors là, attendez, parce que je vais la citer, c'est magnifique ce qu'elle a dit. On a bien conscience qu'il y a un Conseil constitutionnel. Oui, bah alors, Zaza, bienvenue en France, sachant que tu fais de la politique et qu'en plus t'es première ministre, j'espère bien que t'es au courant qu'il y a un Conseil constitutionnel. On regardera attentivement les mesures dont on veille qu'elles soient conformes à la Constitution. Quand on prépare un texte, on veille à ce qu'il soit constitutionnel. La palisse aurait pas dit mieux. Et elle a rajouté cette phrase magnifique, hein, qui va vraiment vous plaire, d'ailleurs je pense mes pépites. Elle a dit « Les Français ne se préoccupent pas de savoir si la réforme des retraites passe par un projet de budget de la sécurité sociale rectificatif. » Alors déjà, il s'agirait d'arrêter de prendre les Français pour des idiots, à un moment donné, déjà, ça, on va commencer par ça. Et puis je crois que t'as oublié une catégorie de la population, les créateurs de contenu vulgarisateurs politiques. Coucou, c'est nous! Et comme on s'y intéresse pas, et que les Français non plus, je te propose qu'on creuse même un petit peu plus le sujet, histoire que les Français s'y intéressent bien et qu'ils comprennent ce que vous êtes en train de faire en ce moment. C'est cadeau, ça, je te jure, ça me fait plaisir. On va donc regarder ensemble ce que disent les textes sur le fait de vouloir faire passer la réforme des retraites dans un PLFRSS. Même si le droit d'amendement est souvent considéré comme assez large, il faut cependant que l'amendement ne soit pas dépourvu de tout lien avec le projet de loi en discussion. Il faut donc que l'amendement soit en lien avec le PLFSS, projet de loi de financement de la sécurité sociale. On va donc rappeler ce qu'est un PLFSS selon l'article 34 de la Constitution. Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. L'amendement doit donc concerner les conditions générales de son équilibre financier. Traduction pour vous faire simple, un texte financier, que ce soit un PLF, projet de loi de finances, ou que ce soit un PLFSS, projet de loi de financement de la sécurité sociale, doit logiquement porter sur des dispositions d'ordre financier. Et c'est pas comme si le mot était pas dans l'intitulé de toute façon. Et en plus, le sujet est précisément défini par certains articles du Code de la sécurité sociale. Je vais pas vous citer les articles, mais vous pouvez les trouver assez facilement. Du coup, on va faire un petit jeu là, hein. On va checker...
La réforme vs les règles et la Constitution. Et on va faire simple, on va reprendre les éléments qui ont été dénoncés par Laurent Fabius, qui je le rappelle est le président du Conseil constitutionnel. On va commencer par exemple avec l'index pour mesurer l'emploi des seniors. Il n'y a aucun aspect financier dans cette partie, donc il pourrait y avoir un risque de censure par le Conseil constitutionnel. Et ce, même si les sénateurs ou députés ont voté pour. Sur le calcul de l'âge de départ à la retraite, ou sur les critères de pénibilité, ça pourrait être considéré comme sans lien aussi avec le PLFSS, ce qui peut donc encore une fois être retoqué par le Conseil constitutionnel. Où sont les aspects d'ordre financier? Sur l'âge de départ en retraite, le fait de repousser l'âge de départ en retraite aura forcément une incidence financière, sauf que c'est une incidence indirecte. C'est une incidence indirecte par rapport à d'autres éléments de la réforme où on voit très clairement apparaître ce qui concerne les dépenses et les recettes. En fait, l'âge de départ à la retraite modifié, ça doit normalement passer par un projet de loi ordinaire. Pareil, il y a donc un risque que ce soit retoqué par le Conseil constitutionnel. En ce qui concerne les critères de pénibilité, il n'y a pas d'aspect direct non plus. En revanche, il y a une petite filouterie sur ce point-là. En fait, jouer sur les critères de pénibilité, ça permet aussi de jouer sur celle des comptes sociaux. En gros, faire partir les gens plus tôt aurait un effet sur les comptes de la sécurité sociale. Il y a certains experts qui expliquent qu'en fait la censure de cette partie, elle est beaucoup moins évidente que celle qu'on a citée juste avant, tout en précisant que la question c'est de savoir où est-ce qu'on fixe les limites et comment on interprète les textes. C'est le Conseil constitutionnel qui va trancher, et donc si le Conseil constitutionnel a envie de considérer que certains articles sont un cavalier social ou que la réforme en elle-même l'est, ils peuvent le faire et donc retoquer certains points ou retoquer la réforme tout court. Si à l'inverse, ils considèrent pas ce qu'on appelle donc un cavalier social, connaissez la suite. J'ai lu plusieurs commentaires qui disaient oui, moi je crois pas que le Conseil constitutionnel pourrait retoquer machin. Ils l'ont déjà fait en 2020, justement avec Manu. Ils se sont déjà mis un petit peu au milieu de ces histoires avec la réforme des retraites, donc ils se sont déjà mouillés. Et concrètement, il y a certaines personnes qui disent aussi que Laurent Fabius s'exprime lui-même directement dans le Canard enchaîné, ce serait un signe de quelque chose. Pour certains journalistes, experts, économistes, etc., si Laurent Fabius vient parler directement au Canard enchaîné, c'est qu'il est en train très clairement d'envoyer des signes d'alerte au gouvernement en leur disant « Attention les gars, on sait que vous n'êtes pas totalement dans la Constitution en ce moment et on se gênera pas pour vous mettre des bâtons dans les roues. » Alors, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas? Moi, je sais pas, mais c'est vrai que là, cette fois-ci, c'est Fabius qui a parlé directement et qui a pris la parole. Et en plus, je pense que la majorité a aussi entendu le truc, puisqu'il y a eu des réactions du côté de la majorité. On parlait tout à l'heure de Zaza qui lui a répondu, mais il y a aussi la grande star du moment, notre cher Olivier Dussopt, qui a déclaré ceci: certaines mesures et d'autres à venir, qui ne relèvent pas de la réforme des retraites, pourront être intégrés à un futur texte sur le plein emploi au printemps. Comprenez donc en gros qu'ils ont entendu les alertes du Conseil constitutionnel et qu'ils savent qu'ils peuvent se faire retoquer, et donc ils ont déjà pensé au truc, en se disant si on se fait retoquer par le Conseil constitutionnel rapport à la réforme des retraites dans le PLFRSS, on a déjà la technique pour passer en force encore une fois, on intégrera toutes les mesures qui ont été retoquées par le Conseil constitutionnel dans un texte sur le plein emploi au printemps. Moi j'appellerais ça de la séquestration démocratique, hein. Tous ces passages en force là, vraiment pour pas utiliser un autre terme, concrètement. On va évidemment suivre tout ça de très près, mais ce serait quand même dingue que si ce soit pas la rue qui fasse céder le gouvernement, enfin du coup les Français qui fassent céder le gouvernement, ce soit le Conseil constitutionnel qui retoque. Parce qu'en plus le message fort qui serait envoyé aux Français, c'est de dire votre gouvernement fait passer des lois qui ne sont pas très constitutionnelles, voyez-vous. Évidemment, le débat est sur toutes les lèvres, les nôtres, mais aussi celles de nos députés et sénateurs en ce moment, qui débattent de tout ça à l'Assemblée nationale. Je pense pas qu'on puisse se féliciter de 3 jours de débat en commission pour 2 ans. 2 ans ferme en 3 jours, c'est évidemment pas suffisant. Et tous les textes nous disent que normalement un projet de loi rectificative de la sécurité sociale doit pas avoir des mesures de cette ampleur-là. Donc là, vous nous faites un bidouillage pour faire rentrer ça à l'intérieur. On peut pas se satisfaire que ça ne dure que 3 jours. Les députés ont commencé à examiner lundi 30 janvier en commission des affaires sociales le projet de réforme des retraites, et il y a eu quelques petits changements dont je vais vous parler maintenant. L'article 1er, qui prévoit l'extinction des principaux régimes sociaux, dont ceux de la RATP, des industries électriques et gazières et de la Banque de France, a été adopté. 29 pour, 27 contre. Il contient les prévisions économiques du gouvernement et supprime les principaux régimes spéciaux de la retraite pour les nouveaux recrutés. Nous proposons d'ailleurs d'élargir aux nomades du nucléaire le statut des électriciens gaziers. Et on est obligé, pour les corrosions sous contrainte sur nos centrales, de faire appel à des soudeurs qui viennent des États-Unis. Il y a donc un problème de recrutement, il y a donc un problème d'attractivité. Et vous choisissez ce moment pour inoculer le virus de la rage sur le statut des électriciens gaziers. Alors après, si on vous coupe le jus de aux 3 heures dans vos permanences,
je ne veux pas vous entendre pleurer. Si on vient toquer à vos portes pour vous expliquer la mauvaise réforme, vous ne viendrez pas pleurer. En revanche, les régimes spéciaux des sénateurs ont été maintenus. Donc eux, ils ont été votés, maintenus. Si vous cherchez une carrière un peu sympa là pour vos reconversions professionnelles, hein, éventuellement pensez à l'Assemblée nationale ou au Sénat. En plus, le Sénat, la moyenne d'âge c'est 65 ans, donc je pense que vous ferez pas tâche. Hein. Si jamais en plus pour prendre sa retraite, ça va. Retraite au Sénat, il y a quand même pire. Hein. Les députés ont également longuement débattu de l'intérêt de l'index senior qui doit être créé par la réforme d'ailleurs. Cet index prendra en compte un certain nombre d'indicateurs qui seront fixés par décret. Les entreprises d'au moins 300 salariés devront publier leurs résultats dans les différentes catégories de l'index qui sera donc rendu public. Ce point-là a été validé. Et à la fin, c'est comme vous savez dans les restaurants, ces assiettes où il y a une feuille de salade pour décorer. Ben en fait, cet index, c'est la feuille de salade de la réforme des retraites. C'est-à-dire ça n'a aucune espèce d'utilité et aucune espèce d'impact transformant pour les entreprises. C'est uniquement de la décoration. L'article 2 n'est ni une feuille de salade, ni la feuille de route du MEDEF, qui, je le rappelle, est contre. Il s'agit de la présentation d'un outil qui sera utile pour les employeurs comme pour les salariés, pour introduire un véritable changement culturel dont la France a besoin, puisque nous sommes en retard sur le taux d'emploi des seniors. Mais il a été validé en commission, et je disais justement plus haut que le Conseil constitutionnel, lui, pourrait retoquer ce point. Du côté de la commission de défense, cette fois-ci, l'article 7, qui, en commission de défense, était la disposition relative au personnel militaire et affilié. Je vous mens pas, je me suis pris la tête sur l'article 7 hier, mais pendant 4 heures. Parce qu'en fait, le texte est absolument pas clair. Donc j'ai sorti le texte de loi, j'ai lu le texte, machin, etc. Donc on a la sensation que ça parle des affiliés militaires, mais en fait, ça parle aussi du régime général. Donc en fait, en commission de défense, ils ont traité le point sur les affiliés, les militaires, pardon, et affiliés. Mais en séance publique, au mois de février à l'Assemblée nationale, ils vont parler de l'article 7 sur le côté général. Et l'article 7, c'est cet article qui parle donc de la retraite à 64 ans. L'article 7 a donc été rejeté par la commission de défense. Je mets donc maintenant aux voix l'article 7 qui n'a donc pas été modifié, qui est pour l'article 7. Alors on va compter, donc 1, 2, 10. Qui est contre ? Pour 22 contre, la commission donne donc un avis défavorable à l'adoption de l'article 7. Mais en gros, en commission de défense, même s'ils ont rejeté l'article 7, ça concerne surtout les militaires et affiliés. Après, ce qui va se passer en séance publique à l'Assemblée nationale, c'est un autre délire. Je vous assure, je me suis rarement pris autant la tête sur un article de loi. Cet article est absolument pas clair. C'est peut-être voulu par le gouvernement, justement, pour nous mettre un petit peu dans la mouise de compréhension. J'ai rarement vu un article aussi mal ficelé que l'article 7. Vous vous rendez compte, du coup, du bordel qu'il y a autour de cette réforme, entre les différents articles, entre les articles qui ne sont pas constitutionnels, entre les débats qui ont lieu à gauche, puis les autres qui ont lieu à droite. C'est un peu une bombe à retardement, cette réforme de retraite, jusque dans les écrits. Alors tu vois, Zaza, toi qui nous disais que les Français ne s'intéressaient pas de savoir si le texte de loi passait dans un PLF RSS, j'espère en tout cas que mes pépites aujourd'hui ont pris beaucoup d'intérêt à comprendre comment vous êtes en train de passer cette loi, parce que c'est d'une filouterie sans nom. Quoi qu'il arrive, vous essayez un passage en force. Maintenant, il y a deux choses qui pourront vous faire reculer. C'est le Conseil constitutionnel qui pourrait déclarer que cette réforme n'est pas constitutionnelle et ne respecte pas les règles d'un PLF RSS, ou les citoyens qui pourraient ne pas vous lâcher jusqu'à ce que vous fassiez marche arrière. Vous mettez 2 ans de plus dans la figure des gens, je pense qu'ils ont largement le temps de manifester. Le format était un petit peu différent aujourd'hui et justement je vais vous poser la question, j'aimerais que vous me répondiez en commentaire, est-ce que ça vous plaît ce genre de format où on prend une question qu'on va venir traiter plus en profondeur et se poser des questions de manière à ce que vous ayez des infos? Est-ce que ça vous plaît qu'on prenne un sujet qui paraît un petit peu complexe et qu'on le vulgarise avec une question principale plus que le côté zapping? Dites-le moi en commentaire parce que je pense que je ferai plusieurs petites vidéos comme ça sur comment on vote une loi, voilà, est-ce que la réforme des retraites est constitutionnelle, etc. C'est donc la fin de l'épisode 8, mes pépites. J'espère que vous aurez appris des trucs et si vous avez appris des trucs, n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous, n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à vos amis qui pourraient être intéressés par le sujet et qui se sont éventuellement posé la question. N'hésitez pas à partager le contenu de cette chaîne YouTube. Je vous retrouve moi ici jeudi prochain à 21h comme d'habitude et sinon on se retrouve tous les jours du lundi au vendredi entre 19h et 19h30 sur mon compte TikTok. N'oubliez pas de liker, partager, commenter cette vidéo, je compte sur vous, c'est aussi vous qui faites vivre les vidéos. Il me reste à vous souhaiter une
très très bonne soirée mes pépites, on se retrouve donc jeudi prochain ici, le reste de la semaine sur TikTok, et je vous embrasse très très fort. Vous savez quoi? Je viens de réaliser que j'avais fait toute la vidéo avec mon cousin. J'allais dire mon cousin. Non, c'est pas mon cousin, c'est mon coussin. Sinon, il est un peu chelou, mon cousin. Je viens de réaliser que j'avais fait toute la vidéo avec le coussin derrière. Oh, c'est pas grave, ça fera un style. Hein. Allez, bisous les pépites.